Par un jour glacial, un jeune homme marchait seul dans la neige, par un temps assez froid pour geler l'hiver lui-même. Il se souvenait que la température ce jour-là était de 20 degrés Celsius en dessous de zéro. À ce moment, il remarqua un petit chat qui marchait difficilement dans la neige, laissant derrière lui ses minuscules empreintes. Le chat s'approcha de lui et commença à miauler en s'accrochant à sa jambe, ce qui le fit s'interroger sur la raison de tous ces miaulements. Le chat continua à le regarder et à miauler comme s'il essayait de lui dire quelque chose, et il réalisa qu'il voulait qu'il le suive. En effet, le jeune homme marcha derrière lui, pensant qu'il ne l'aurait pas ignoré et qu'il aurait continué son chemin comme d'habitude. Peut-être que la raison était le temps extrêmement froid qui éveillait sa pitié. Le chat le conduisit dans une ruelle sombre et étroite, alors il illumina l'endroit avec son téléphone pour voir. Le chat regarda vers un climatiseur extérieur, où il découvrit deux autres petits chatons dessus, couverts de neige et tremblants à cause du froid intense. Il ressentit un choc et se précipita chez lui où il dit à sa mère, surprise, qu'il expliquerait tout plus tard et lui demanda où se trouvait le coussin chauffant. Il amena les petits chatons à l'intérieur et les plaça délicatement sur un coussin chauffant vert tandis que sa mère et la chatte observaient la situation. L'un des petits chatons, noir et blanc, avait l'air d'être déjà décédé. Lui et sa mère le regardèrent, et sa mère dit qu'il semblait mort, alors il commença à le caresser doucement, essayant de réchauffer son corps gelé. Mais le chaton, de la taille de sa paume, ne revint pas à la vie. Dans une tentative désespérée, il utilisa un sèche-cheveux pour le réchauffer, se demandant s'il aurait pu le sauver s'il l'avait trouvé plus tôt. Alors qu'il caressait son petit corps et commençait à sentir que ses efforts étaient inutiles et qu'il était sur le point d'abandonner, un miracle se produisit. Le chaton laissa échapper un faible gémissement, et ainsi le jeune homme devint responsable de prendre soin de ce chat, qu'il nomma Pichy. 8 ans plus tard, Pichy apparut, maintenant adulte avec une attelle à la patte. Le jeune homme lui dit qu'il devait y aller maintenant. Il s'assit ensuite pour dire au revoir, s'excusant et lui disant que c'était vraiment le dernier jour, promettant qu'il finirait ses affaires et reviendrait jouer avec elle. Il avertit Pichy de ne pas sauter ni de faire de mouvements dangereux tant que sa patte ne serait pas guérie, puis lui dit qu'il partait maintenant. Le jeune homme mit un casque électronique sur sa tête, et un message apparut à l'écran indiquant que l'authentification biométrique était terminée. Alors que le casque s'illuminait, un autre message indiquait une connexion au monde de la métazone, où il se connecta avec succès sous le nom de Servant Kim. Dans le monde du jeu, Servant Kim accomplissait un rituel religieux, priant les dieux pour la force de punir l'injustice et d'accorder des bénédictions aux guerriers, priant également pour renforcer leur esprit et chasser l'énergie maléfique. Il ordonna ensuite à l'un des rangs de guerriers d'avancer, paraissant complètement immergé dans l'atmosphère de la bataille. La bataille faisait rage à l'intérieur du jeu où son équipe affrontait un monstre massif tandis que des frappes sacrées dorées pleuvaient sur lui d'en haut. Le monstre lança une attaque féroce, bougeant son bras pour libérer une vague d'énergie violette qui repoussa les guerriers. Malgré de nombreux coups, il réussit à former une épée d'énergie en préparation d'une nouvelle attaque. Après de longs jours de combat continu, la bataille touchait enfin à sa fin, et l'équipe de Flash Final était sur le point de devenir la première équipe de l'histoire du jeu à vaincre le dieu géant, Locke. Servant Kim se préparait à contrer l'attaque du monstre avec son bouclier qui brillait avec l'emblème d'un lion brillant, tandis que Locke tirait une volée de projectiles à travers des cercles magiques, qui se rassemblaient pour former un faisceau massif qui détruisit la zone où se tenaient les guerriers, mais Servant Kim le bloqua avec son bouclier. Servant Kim donna ses ordres, demandant au premier rang de maintenir leur position tout en ordonnant au troisième rang de se retirer, avertissant d'une autre attaque majeure à venir. L'attaque dévastatrice du monstre continua d'endommager les rangs de guerriers, alors il ordonna au deuxième rang de s'aligner derrière lui, annonçant que le monstre était sur le point d'entrer dans sa phase finale. Les guerriers se préparèrent à utiliser leurs compétences ultimes alors que des boucliers hexagonaux brillants commencèrent à apparaître. En réponse, Locke se prépara également à lancer son attaque la plus puissante. Servant Kim expliqua que c'était la dernière tentative du monstre et demanda à tout le monde de rester vigilant, les assurant qu'ils allaient l'achever en utilisant la compétence ultime du deuxième rang. Il activa ses compétences défensives en utilisant bouclier sacré, sanctuaire et bénédiction divine, se déclarant le bouclier indestructible. Il les assura qu'ils avaient atteint le point où toutes les autres équipes avaient échoué et souligna la nécessité de suivre le plan précisément, sinon toute l'équipe serait anéantie. Ils étaient entrés dans une phase que personne n'avait atteinte auparavant, et leur succès dépendait entièrement de sa capacité à bloquer l'attaque imminente du monstre. Locke tira un faisceau massif d'énergie violette de sa bouche, et les visages de tous les membres de l'équipe étaient remplis de détermination. Leur plan était d'endurer puis de lancer une attaque massive pour mettre fin à la bataille, rempli de l'espoir qu'ils seraient les premiers à réaliser cet exploit historique. Servant Kim s'agenouilla derrière son bouclier hexagonal brillant, prêt à recevoir l'énorme coup. Mais au moment crucial, il disparut, et un message apparut annonçant sa déconnexion du jeu. Le reste de l'équipe fut laissé dans un choc et une incrédulité complets, et l'un d'eux commença à crier de désespoir, demandant où était passé leur chef. Dans le monde réel, un message système apparut sur l'écran du jeune homme indiquant qu'une condition anormale avait été détectée dans son corps et que la connexion avait été interrompue de force, demandant s'il avait besoin d'un sauvetage immédiat. Le jeune homme était allongé sur son lit, se débattant, tandis que quelque chose sur son visage l'empêchait de respirer.
Il se redressa soudainement en haletant, seulement pour découvrir que son chat, Pichy, était assis sur son visage au-dessus du casque. Il lui cria dessus avec colère en lui demandant pourquoi elle ferait ça à un moment aussi critique. Son cri résonna à l'extérieur de la fenêtre de sa chambre, car il s'avéra qu'en raison de sa déconnexion soudaine, son équipe avait échoué la bataille et une équipe rivale avait saisi l'opportunité de revendiquer la première réalisation de la défaite du monstre. Le jeune homme cria à cause de l'angoisse mentale. Son équipe n'avait pas réussi à obtenir de points de classement et était tombée dans les classements, et 5 mois de préparation avaient été gaspillés. Comme prévu, la tragédie se déroula, et une réunion juridique majeure eut lieu pour discuter des répercussions de l'échec du raid. La métazone du jeu était devenue un phénomène historique, apportant un changement à toute l'humanité en réalisant le premier véritable métavers. Après sa sortie, de nombreuses personnes en vinrent à préférer la vie à l'intérieur à la réalité, et y aller pour travailler et revenir à la réalité après les heures de travail devint une partie de la vie quotidienne jusqu'à ce que le monde se transforme en un endroit où il n'était plus étrange pour quelqu'un de présenter son travail comme marché. En raison de ce changement révolutionnaire, les meilleurs joueurs de la métazone furent capables d'acquérir d'immenses fortunes et d'être honorés en tant que héros nationaux. Avec le nombre croissant de joueurs professionnels, des lois connexes et des cabinets d'avocats spécialisés comme le cabinet d'avocats Dodo furent établis. L'une de ces lois était spécifique aux équipes de raid de monstres, permettant de réclamer une compensation à la personne responsable de l'échec du raid. Par conséquent, il devint courant lors d'événements majeurs que des contrats officiels soient rédigés dans le monde réel avant qu'ils ne commencent, et les membres de l'équipe semblaient mécontents lors de l'une de ces réunions. Une plainte fut déposée contre Servant Kim par 15 plaignants, exigeant une compensation énorme pour leur chute dans le classement, l'annulation d'un important contrat de sponsoring et la perte de 5 mois d'efforts, le montant total atteignant 1,125 milliard pendant la session. Le jeune homme fut choqué en calculant l'énorme somme dans sa tête tandis que l'avocat annonçait officiellement la demande de compensation. Le jeune homme expliqua que l'équipe était composée de 10 membres principaux et de 15 mercenaires. Et malgré quelques désaccords, la réunion se termina avec lui acceptant de payer la compensation, se sentant soulagé par le soutien de ses 9 coéquipiers. Le jeune homme sortit du cabinet d'avocat se sentant vaincu avant qu'un homme ne l'appelle en tant que chef. L'homme demanda s'il était vrai qu'il avait vendu son équipement dans le jeu, et il répondit oui, expliquant que c'était la seule façon de compenser les mercenaires. Se rappelant avec tristesse comment il avait vendu tous ses précieux objets, qui valaient des centaines de millions de 1, l'homme demanda pourquoi il voulait jouer en solo maintenant, et le jeune homme expliqua avec un sourire que depuis qu'il était devenu chef de raid, il n'avait pas pu passer de temps avec son chat et se sentait coupable envers elle. L'homme le surprit en annonçant qu'il quittait le jeu maintenant, ce qui le choqua. Il se sentit responsable et s'excusa, mais l'homme le rassura et lui dit qu'il comprenait sa situation. Il lui présenta ensuite une boîte portant la marque Métajar comme cadeau d'adieu. Le jeune homme refusa d'abord, disant qu'il ne pouvait pas accepter l'équipement de son coéquipier après tout ce qui s'était passé, mais l'homme insista pour qu'il le prenne, expliquant qu'il n'en avait plus besoin. Les deux hommes se dirent au revoir, et le jeune homme remercia son coéquipier. Quand il est arrivé à la maison, il a annoncé son retour à ses chats, puis s'est assis sur le sol près de l'entrée, fatigué et triste, et a laissé échapper un long soupir tandis que son chat, Pichy, s'approchait de lui et miaulait comme pour le réconforter. Le jeune homme se demandait avec confusion ce qu'il devait faire maintenant, car tous ses projets de retraite étaient basés sur la possession de l'équipement précieux qu'il venait de vendre. Quand il a remarqué son chat, Pichy, essayant de jouer et de sauter, il a doucement grondé, lui rappelant de ne pas le faire tant que sa patte n'était pas complètement guérie. Mais elle a insisté. Et il a été impressionné par sa force et a accepté de jouer avec elle pendant seulement 5 minutes. Il a commencé par des exercices d'échauffement, en déplaçant un jouet en forme de souris devant son chat qui le regardait avec une attention intense. Et elle s'est rapidement impliquée avec enthousiasme dans le jeu, poursuivant le jouet partout. Le jeune homme pensait à la frustration que son chat énergique devait ressentir en étant incapable de bouger à cause de sa blessure. Après l'échauffement, il a annoncé que le temps de la chasse avait commencé, ayant préparé un ensemble de boîtes en carton comme terrain de jeu. Alors que le chat se préparait à bondir, il a déclaré sérieusement qu'il s'était maintenant transformé en souris et qu'il allait lui montrer les mouvements parfaits d'une souris. Et il a commencé à déplacer habilement le jouet, imitant ses sons pour attirer son attention. Pichy se cachait à l'intérieur d'une des boîtes en regardant sa proie, puis elle a sauté pour essayer d'attraper le jouet. Le jeune homme l'a encouragé à continuer, lui disant qu'il était temps de récompenser son serviteur pour avoir joué avec elle si sincèrement. Pichy est retourné en courant dans la boîte, et le jeune homme a pensé à quel point elle était mignonne en faisant ça. Et elle a finalement réussi à attraper le jouet pendant qu'il pensait à quel point il était accro à ce genre de jeu avec elle. Après la fin de la séance de jeu, il a préparé de la nourriture pour les chats et s'est assis avec ses 2 chats, Pichy et Lulu, disant à Lulu que cette viande était ce que Pichy avait chassé et qu'elle devait la remercier. Le jeune homme réalisa qu'il avait joué pendant 10 minutes au lieu de 5 et se souvint des conseils du vétérinaire de ne pas jouer avec elle jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Se souvenant de sa conversation avec le médecin où il lui avait dit que Pichy était pleine d'énergie et devenait stressée si elle ne jouait pas. Alors qu'il réfléchissait à un moyen de libérer l'énergie du chat sans qu'elle ait à bouger,
il a reçu une notification sur son téléphone. La notification concernait un retrait programmé de plus d'1 million de 1, et il se souvint qu'il avait oublié les versements de la facture d'hôpital. Il se sentit à nouveau angoissé et se demanda ce qu'il allait faire car il n'avait plus d'argent pour couvrir ses dépenses. Ses yeux tombèrent sur la boîte que son coéquipier lui avait donnée, alors il décida de l'ouvrir. Pensant à la façon dont l'un des membres de son équipe lui avait donné cet équipement après avoir décidé de quitter le jeu, il se tourna vers son chat, Pichy, et lui dit qu'elle était une grande partie de cet incident. Et si elle rencontrait un jour son coéquipier, elle devrait s'excuser auprès de lui. Il mit en plaisantant la boîte vide sur sa tête et remarqua qu'il pouvait bien respirer, disant qu'un incident comme la dernière fois ne se reproduirait plus. Le jeune homme regarda l'heure et réalisa qu'il se faisait tard. Alors il dit au revoir à ses chats et leur dit qu'il reviendrait. Réalisant qu'il était devenu difficile pour lui de viser à nouveau les premiers rangs, il s'allongea sur son lit et plaça la nouvelle boîte de vitesse sur sa tête en pensant qu'une personne doit s'efforcer de gagner sa vie. En effet, Servant Kim se connecta à nouveau au jeu, déterminé à remplir ses responsabilités de serviteur envers ses chats. Son plan impliquait un risque élevé pour un rendement élevé car il se retrouva dans la zone de lave et pensa à quel point il était dangereux pour lui d'être là dans son état actuel après avoir vendu tout son équipement. Il pariait qu'une autre équipe de raid serait occupée à combattre le Phénix, ce qui signifiait que les autres monstres ne réapparaîtraient pas. Mais il réalisa que cette prédiction était basée sur des souvenirs d'il y a 6 ans, et il ne savait pas comment les choses avaient changé après les nombreuses mises à jour. Heureusement, il réussit à attraper un énorme poisson blindé dans la lave et se sentit ravi de constater que son coin de pêche doré existait toujours. Le poisson était un bori de lave, un ingrédient rare, et il estima qu'en attraper 50 suffirait à payer le versement de l'hôpital. Le jeune homme s'assit et commença à pêcher tranquillement, se demandant combien de temps s'était écoulé depuis qu'il avait passé du temps seul comme ça. Au cours des 5 dernières années, tout son temps avait été consacré au raid avec son équipe. Bien qu'il ait perdu tout ce qu'il avait construit en un seul instant, il se sentait en paix en ce moment. Ses yeux commencèrent à larmoyer, et il se demanda si quelque chose était entré dedans. Soudain, il remarqua quelque chose d'étrange et d'alarmant et se demanda avec choc si le Phénix réapparaissait plus tôt que prévu. Un énorme vortex apparut dans le ciel, et de celui-ci, un puissant rayon de lumière descendit et frappa le sol, créant une onde de choc massive. Et de cette lumière, une nouvelle créature émergea, ressemblant à un loup et englouti dans de pâles flammes célestes. Le jeune homme réalisa que cette créature n'était pas le Phénix et conclut de son apparence majestueuse que c'était un nouveau monstre boss qui nécessitait une équipe pour le vaincre. Il savait qu'il était impossible de s'échapper et que l'affronter avec ses capacités actuelles serait un suicide. Il sentit son extrême malchance. Il n'avait attrapé qu'un seul poisson, et maintenant un nouveau monstre apparaît dans son seul coin de pêche, et il espérait désespérément que le monstre ne resterait pas là. Soudain, il trouva les énormes mâchoires du monstre juste derrière sa tête, ce qui le terrifia. Mais le monstre ne l'attaqua pas. Au lieu de cela, il commença à lécher son visage avec son énorme langue. Il était déconcerté, couvert de la salive du monstre, se demandant la raison de ce comportement étrange, et se demanda même avec incrédulité si le monstre essayait de le tuer en léchant. Il se sentait dégoûté et en colère et cria sur le monstre, exigeant qu'il le tue d'une manière propre et rapide, ajoutant qu'il n'était pas d'humeur à tolérer cette journée. Dans un dernier acte de défi, il le pointa du doigt et jura qu'il le laisserait le tuer maintenant parce qu'il était faible, mais il jura qu'un jour, il serait celui qui le vaincrait. L'énorme monstre inclina la tête en regardant le jeune homme. Puis, de manière inattendue, il laissa échapper un miaulement profond. Le jeune homme était extrêmement surpris et confus et se demanda s'il avait bien entendu, puis se confirma qu'il avait bien entendu le mot miaulement. Il conclut que ce monstre était conçu sous la forme d'un chat, et il aimait l'idée novatrice de concevoir un chat non mignon avec une apparence aussi majestueuse. Soudain, une idée le frappa. Il a relié le fait que le monstre était un chat et qu'il tenait une canne à pêche et a pensé qu'il pourrait survivre s'il jetait l'appât et s'enfuyait. Il a décidé de tenter sa chance, alors il a crié au monstre de l'attendre et lui a dit qu'il allait lui donner une friandise, puis a jeté le poisson qu'il avait pêché. Bien qu'il pensait que cela ne fonctionnerait pas, il a vu que cela valait la peine d'essayer. Le jeune homme a jeté le poisson et a commencé à courir pour sauver sa vie. Quand il a regardé en arrière, il a été choqué de voir que son plan avait fonctionné. Le monstre avait bondi sur le poisson avec enthousiasme. Il s'est arrêté un instant, pensant qu'il ne devrait pas abandonner si facilement, et l'a tiré avec sa canne à pêche. Mais le monstre s'est accroché fermement, alors le jeune homme terrifié a jeté la canne et a décidé de sauver sa propre vie. Le monstre s'est assis et a mangé tout le poisson, l'avalant d'une seule gorgée, puis s'est léché les babines comme s'il avait apprécié son repas. Mais après avoir terminé, il reporta son attention sur le jeune homme et bondit sur lui avec une vitesse incroyable, créant une puissante vague d'énergie, puis laissa échapper un hurlement assourdissant. Le jeune homme se sentait terrifié, s'interrogeant sur la véritable nature de cette créature. Puis un message système est apparu annonçant sa mort, lui disant qu'il se transformerait en fantôme et serait transporté au cimetière. Alors qu'il était un fantôme, il a vu le monstre pousser son cadavre et espérait qu'il perdrait tout intérêt et s'en irait. Mais le monstre a retourné son corps et a commencé à lui pétrir la poitrine avec ses énormes pattes, comme le font les chats.
Il était terrifié par ce comportement et a décidé de s'échapper immédiatement au cimetière. Le jeune homme s'est retrouvé en tant que fantôme devant une statue d'ange et s'est vu offrir la chance d'être ramené à la vie avec une pénalité de perte de 5% de son expérience. Alors il soupira, déterminé à récupérer son coin de pêche. Il a ouvert la carte du jeu en essayant de trouver une solution et a supposé que, puisque la zone de lave était le territoire du phénix, il était probable que le nouveau monstre n'était apparu que pour une durée limitée. Le jeune homme est retourné en tant que fantôme dans la zone de lave, s'accrochant à un faible espoir que le monstre ressemblant à un chat soit parti. Mais son espoir a été anéanti car il a constaté qu'il était toujours là. Le monstre tournait autour de son corps allongé sur le sol, et il se demandait avec confusion pourquoi il gardait son cadavre au lieu de partir. Et a vite supposé que ce fichu chat attendait qu'il revienne à la vie juste pour le tuer à nouveau. Le jeune homme réalisa qu'il n'y avait qu'une seule solution à laquelle il pouvait penser pour le moment. Son plan était simple et se composait de 2 étapes. Premièrement, revenir à la vie au moment où le monstre tourne le dos, et deuxièmement, courir aussi vite que possible dans la direction opposée. Le jeune homme s'assit et regarda, attendant son moment opportun. Le monstre s'allongea à côté de son cadavre et sembla somnoler. Alors le jeune homme réalisa que c'était la chance qu'il attendait. Il accepta immédiatement l'option de résurrection, et en effet, il revint à la vie et apparut à côté du monstre endormi. Il déglutit nerveusement et essaya de s'éloigner furtivement, mais il avait à peine fait un seul pas lorsque le monstre ouvrit soudainement les yeux et se leva derrière lui de façon inattendue. Il se figea sur place avec terreur, se demandant si le monstre avait fait semblant de dormir. Et avant qu'il ne puisse bouger, il sentit sa lourde patte se poser sur son épaule. Il cria et essaya de s'échapper, mais le monstre le rattrapa facilement et l'écrasa avec un coup puissant qui mit fin à sa vie instantanément, ce qui fit apparaître à nouveau le message « Vous êtes mort » à l'écran. Le monstre regarda le cadavre avec une expression qui semblait confuse. Dans le cimetière, alors qu'on lui offrait à nouveau l'option de résurrection, il pensa avec sarcasme qu'il avait enfin trouvé un bon moyen de s'échapper et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un jour vienne où il utiliserait les manœuvres tactiques qu'il avait apprises dans l'armée. En effet, il revint à la vie cette fois, mais au lieu de courir, il se coucha à plat ventre en position rampante, confiant dans le succès de son plan. Il commença à avancer lentement et prudemment, s'arrêtant lorsqu'il sentait le monstre ouvrir l'œil. Et quand il le fermait à nouveau, il continuait à ramper dans un silence complet. Soudain, il fit un faible bruit et le monstre se tourna immédiatement vers lui. Il fut choqué que le monstre ait réagi à un son aussi simple. Alors qu'il était allongé sur le sol, le monstre s'approcha de lui et commença à le lécher, prêt pour une autre partie de jeu, et le jeune homme réalisa qu'il s'était impliqué avec le mauvais psychopathe. Après être mort pour la 3e fois, le jeune homme cria par pure frustration. Dans le monde réel, il frappait son oreiller de colère, agacé par ce monstre dérangé. Il a finalement décidé d'aller dormir, pensant qu'il aurait un ulcère à cause du stress s'il continuait et s'est convaincu que même un monstre comme celui-là ne l'attendrait pas jusqu'au lendemain. Alors qu'il se promenait dans sa chambre, contrarié par ce souvenir frustrant, il remarqua son chat, Pichy, dormant la tête dans le casque de jeu. Il sourit un peu, pensant qu'elle avait dû s'endormir là-dedans, et s'approcha d'elle, la traitant de petite fripouille, et remarqua qu'elle n'utilisait pas la cachette qu'il lui avait achetée. Mais soudain, il ressentit une étrange sensation. Il réalisa que la cicatrice en forme de X sur le front de son chat était exactement au même endroit que la cicatrice sur le monstre dans le jeu. Il fut choqué pendant un moment, mais il rejeta rapidement l'idée comme impossible et se moqua sarcastiquement de lui-même, se demandant comment un chat pouvait se connecter à un jeu et que ce n'était qu'une coïncidence. Le lendemain, il retourna au jeu, espérant désespérément que le monstre serait parti. Il regarda autour de lui avec anxiété pour découvrir que le monstre était effectivement parti, et il rit de soulagement. Mais juste au moment où il se détendait, le sol trembla et le monstre apparut à nouveau devant lui. Le monstre miaula, et le jeune homme perdit complètement son sang-froid, décidant qu'il ne pêcherait pas le lavabury si c'était si difficile. Le monstre se tourna et lui montra son dos, alors le jeune homme ferma les yeux de désespoir. Et quand il les ouvrit, il se retrouva à fixer l'arrière du monstre. Soudain, un mystérieux message système apparut lui disant qu'il avait été choisi et qu'il se voyait accorder une place de serviteur caché. Il s'interrogeait avec confusion sur la signification de ce message, répétant les mots serviteur et élu. Un autre message est apparu annonçant que le pouvoir de Colina réside désormais dans son être, et il a commencé à crier pour protester car il n'avait jamais entendu parler d'une telle classe auparavant. Il réalisa qu'il était forcé de changer de classe et se demanda paniqué ce qui se passait. Un cyclone s'est formé et une énergie sombre a commencé à circuler autour de son corps. Une fois le processus terminé, un dernier message est apparu confirmant qu'il était devenu un serviteur. Le jeune homme se demandait avec choc et colère comment sa classe avait changé et ce qui était arrivé à son personnage de chevalier sacré. Soudain, il entendit une voix dans sa tête l'appelant serviteur et lui demandant s'il pouvait l'entendre, et il réalisa que c'était la voix du chat géant qui l'envoyait directement dans son esprit. La voix se présenta avec un titre long et pompeux, expliquant qu'elle était le conquérant descendu pour souiller la terre de ténèbres, l'incarnation de l'ombre, et que son grand nom était Calinus, protecteur des 3 royaumes et premier empereur de Noxtera.
Le jeune homme remarqua avec sarcasme que le monstre lui tournait toujours le dos et qu'il avait l'impression de se faire sermonner par son arrière-train. Calinus expliqua qu'il avait rencontré un problème lors de son invocation et que son corps ne bougeait pas comme il le souhaitait, c'est pourquoi il l'avait choisi pour être son serviteur. Le jeune homme se demanda s'il s'agissait d'une quest surprise et demanda à Colina ce qu'il voulait de lui, ce à quoi ce dernier lui répondit qu'il devait devenir ses mains et ses pieds et l'aider à récupérer son corps d'origine. Une fenêtre de quest tutoriel apparut lui demandant d'apprendre ses devoirs, d'utiliser des skills et de vérifier le statut de son maître avec une récompense mystérieuse appelée RPP, ce qui le rendit curieux de savoir ce que c'était. Soudain, le monstre commença à se comporter comme un chat, se frottant contre sa jambe et miaulant, ce qui le surprit, et il se demanda ce qu'il faisait et réalisa qu'on appelait ça un frottement de fesses. Le jeune homme se mit en colère et se plaignit de cette situation ridicule où sa classe avait changé et où on lui demandait maintenant de l'aide. Alors Colonu lui dit calmement que s'il ne le voulait pas, il pouvait le ramener à son état antérieur. Le jeune homme décida d'abord de vérifier la nature de cette nouvelle classe et découvrit qu'un serviteur sert son maître et obtient des points de roleplay, RPP, qui lui permettent d'utiliser les capacités de son maître. Il lut sa liste de devoirs, vérifia le statut du maître, fournir une maison confortable et offrir de délicieuses friandises, et nota qu'il ressemblait plus au devoir d'un serviteur envers un chat qu'à autre chose. Il se dit qu'il découvrirait plus tard comment utiliser les points et termina la quest, puis ouvrit la fenêtre des skills qui comprenait chasser un monstre et préparer des collations. Il en conclut que la classe était comme un dompteur qui sert son maître. Et alors qu'il pensait à démissionner, il se souvint de l'avis de paiement de la facture d'hôpital. Une nouvelle idée lui vint. S'il pouvait négocier les récompenses et les heures de travail, ce ne serait peut-être pas si mal après tout. Il changea complètement de ton, s'adressant au monstre avec respect en tant que maître, exprimant sa compréhension de sa frustration, puis se présenta officiellement en tant que servant Kim, affirmant qu'il était un expert dans l'étude des chats et que Colina était venu voir la bonne personne. Colina demanda s'il pouvait bien s'en occuper, et il répondit que les actes valent mieux que les paroles. Le jeune homme savait que le monstre n'avait pas peur de lui, mais il décida d'utiliser la situation à son avantage. Il expliqua à Colina que les chats ne laissent pas les étrangers s'approcher, puis s'approcha prudemment et caressa le monstre. Le monstre répondit joyeusement, se frottant contre lui et miaulant. Colina fut impressionné par ce qu'il vit et lui dit qu'il commençait à lui faire confiance, ce à quoi le jeune homme répondit avec assurance qu'il ne trouverait pas un serviteur comme lui. Un message apparut indiquant que la communication entre eux avait réussi, et la fenêtre montra que le statut de Colina était anxieux avec un indice de stress élevé, complétant ainsi la quest de vérification de son statut. Le jeune homme se demanda pourquoi le niveau d'anxiété de son maître était si élevé, et il réalisa bientôt que le moment était venu pour les monstres de réapparaître dans la zone. Un petit monstre ressemblant à une salamandre de feu apparut, alors le jeune homme dit à son maître qu'il avait réussi à vérifier son état. Il l'informa qu'il était dans un état d'anxiété sévère. Et lorsque Colina demanda pourquoi, le jeune homme devina que la raison était l'environnement inconnu, expliquant que les chats se sentent anxieux en dehors de leur territoire. Colinus rejeta cette explication, considérant l'anxiété comme un sentiment pour les faibles et déclara que la solution était de faire de ce monde entier son territoire. Le corps de Colinus se jeta instinctivement sur le monstre salamandre, mais son indice de stress augmenta encore plus, et la salamandre réussit à s'échapper, ce qui augmenta son stress. Colina rugit de colère, se demandant où était passée la proie. Et à ce moment-là, le jeune homme activa le skill de capture. Il pointa un cadre en forme de plateau d'argent sur la salamandre en fuite et l'ouvrit, et un message système annonça qu'il l'avait capturé avec succès. Le jeune homme apparut tenant le plateau couvert et dit calmement à Colina que cela faisait partie de son service. Il demanda ensuite à son maître s'il avait été très déçu après avoir perdu la proie. Et après cela, il libéra la salamandre captive de sous le couvercle du plateau. Immédiatement, Colonu écrasa la salamandre en exprimant sa colère. Le jeune homme demanda à son maître son opinion sur son service, et un message apparut indiquant que son humeur s'était améliorée et que son indice de stress avait diminué. Colinus admit qu'il se sentait plus à l'aise, et le jeune homme exprima son plaisir. Après avoir prouvé sa valeur, le jeune homme suggéra de commencer à négocier maintenant, expliquant avec un sourire qu'il avait une famille à charge et qu'il avait donc besoin de temps de vacances et d'assez d'argent pour assurer ses moyens de subsistance. Colina fut choqué par l'idée qu'un serviteur prenne des vacances, et le jeune homme confirma nerveusement que c'était bien le cas. Colina admit qu'il n'avait pas l'argent de cette terre, alors le jeune homme suggéra une solution alternative. Il garderait les objets que Colina obtenait en chassant. Colina accepta cette compensation puisqu'il avait besoin de lui pour contrôler son corps et demanda si cela suffisait, ce à quoi le jeune homme acquiesça joyeusement. Le jeune homme pensa à la façon dont il était désemparé quant à la façon de gagner sa vie après ne plus avoir pu pêcher la lave enterrée, mais il découvrit maintenant que monopoliser les objets qu'il obtenait de son maître était plus rentable et plus sûr. Il sentit que la chance lui avait enfin souri et que chaque nuage a une lueur d'espoir. Il remarqua que dès qu'un cadavre de monstre disparaissait, son maître, Colonu, perdait tout intérêt et partait, ce qui lui fit se demander si ce n'était vraiment qu'un gros chat. Il décida de passer à l'étape finale de son service. Il utilisa donc le skill de préparation de collation,
et le système l'informa que la seule collation qu'il pouvait préparer était grillée au sel. Avec un mouvement magique, il termina de préparer la salamandre grillée au sel qui apparut devant lui dans un bol. Le système lui demanda s'il voulait informer son maître que la collation était prête, et il accepta, se sentant curieux. Soudain, Collinus apparut à côté de lui, se demandant quelle était la source de l'odeur, et le jeune homme réalisa que le skill de préparation de collation était également un moyen d'invoquer son maître imprévisible. Collinus goûta la nourriture et montra une grande admiration pour sa saveur, puis lécha le bol propre et en demanda plus. Le jeune homme accepta avec empressement et promit d'en apporter plus immédiatement. Des messages système apparurent annonçant la fin de sa quest tutoriel. Il reçut 20 points de roleplay, RPP, et 5 points supplémentaires pour la satisfaction de son maître, et une nouvelle quest pour la deuxième phase fut créée. Le jeune homme commença à collecter tous les objets qui tombaient des monstres chassés par Kalina, et il remarqua qu'un grand nombre de monstres commençaient à réapparaître, et son maître les chassait activement. Il pensa à la façon dont ses poches se remplissaient d'argent chaque fois que son maître chassait sans qu'il ne lève le petit doigt, et il sourit joyeusement, se demandant si c'était le goût de la chasse automatique. Il commença à courir sur le champ de bataille, à collecter du butin et à remercier avec enthousiasme son maître. Collinus remarqua son bonheur, et le jeune homme promit qu'il ferait de son mieux pour l'aider. Lorsque le refroidissement des skills prit fin, il décida de l'utiliser à nouveau avec enthousiasme, et Colina se précipita avec empressement pour manger son repas. Le jeune homme ouvrit la fenêtre de quest et accepta le début de la deuxième phase, qui lui demandait d'utiliser ses capacités pour résoudre un problème auquel son maître était confronté, en se rendant dans une ville voisine avec une récompense de 50 points. Il pensa que cette tâche semblerait normalement facile, mais maintenant il était confronté à un dilemme. Comment pouvait-il emmener ce gros chat en ville avec lui? La fenêtre d'état de Collinus est réapparue, indiquant que son indice de stress augmenterait s'il quittait son territoire, et le jeune homme réalisa que c'était le problème qu'il devait résoudre. Le jeune homme s'approcha de son maître, Colina, qui se trouvait près d'un bassin de lave volcanique, et lui dit qu'il avait un plan. Alors Colina lui ordonna de parler. Il suggéra qu'il devait y avoir une raison pour laquelle Colina avait été convoquée dans cette zone et que la meilleure ligne de conduite était de se déplacer vers une ville voisine pour rechercher des informations. Collinus approuva son évaluation, et le jeune homme se sentit un peu coupable car cette idée provenait à l'origine d'une quest qu'il avait reçue. Collinus se demanda comment y parvenir et si son mouvement était limité par le concept de territoire d'un chat. Le jeune homme lui rappela que son territoire s'étendait légèrement à chaque monstre qu'il battait, ce que Colina confirma. Le jeune homme expliqua qu'il devait vaincre le maître de la région, le phénix, afin de pouvoir se déplacer librement. Colina comprit le plan et s'enquit de la force du phénix, et le jeune homme lui dit qu'il s'agissait d'un oiseau immortel qui devenait plus fort à chaque fois qu'il ressuscitait. Colina trouva cette créature intéressante et déclara avec confiance qu'elle s'agenouillerait devant son pouvoir. Mais le jeune homme souligna un problème. Le phénix crache du feu, et l'instinct du chat pousserait le corps de Colina à courir et à se cacher. Par conséquent, il conclut qu'il devait d'abord faire en sorte que Colina n'ait pas peur du feu. Dès que le feu était touché, les instincts du corps réagissaient. Alors que Colina sursautait et roulait sur le sol en panique, il admit qu'il ressentait effectivement de la peur et ordonna à son servant de trouver un moyen de surmonter cette peur par tous les moyens nécessaires. Le jeune homme offrit un poisson buri de lave à Colina effrayé, puis annonça que la peur disparaîtrait une fois qu'il l'aurait plongé dans la lave, ce qui choqua Collinus, qui demanda si son plan était de le jeter dans le volcan. Le jeune homme confirma que c'était le moyen le plus sûr de s'adapter. Et lorsque Collinus exprima des doutes, le jeune homme le rassura, expliquant que son corps, en tant que boss monster, possédait une très haute résistance à la chaleur. Collinus fut surpris d'apprendre cela, et le jeune homme essaya de le tenter avec le poisson. Le jeune homme jeta le poisson dans la lave, mais Collinus s'assit calmement sur un rocher au milieu de celle-ci, ce qui étonna le jeune homme. Collinus annonça que le poisson ne le tentait plus, et le jeune homme fut choqué de la rapidité avec laquelle il s'était désintéressé. Puis il sauta gracieusement de la lave. Le jeune homme réalisa qu'il devait passer au plan B, alors il utilisa un sort de rappel pour retourner à un point enregistré et dit à son maître qu'il reviendrait tout de suite. Collinus paniqua, lui demandant où il allait et s'il allait le laisser seul, mais le jeune homme disparut à travers le portail, le laissant le chercher anxieusement. Le jeune homme se téléporta instantanément à la ville de Granadia. Il entra dans l'entrepôt des aventuriers où le commerçant l'accueillit. Il demanda de la canne à sucre, de l'eau de source éthérée, une corde d'escalade et de la dynamite. Quand elle lui demanda son but, il répondit qu'il avait l'intention d'apprivoiser un monstre, puis ajouta qu'il avait également besoin d'un catapulte, ce qui la laissa perplexe. Elle lui souhaita la victoire. Et alors qu'il partait, il sentit qu'il oubliait quelque chose. Il s'en souvint soudainement et se précipita en arrière, lui disant qu'il y avait une autre chose qu'il voulait. Le jeune homme retourna dans la zone de lave et se dirigea vers un arbre géant connu sous le nom de Bujin-Mok ou le bois qui ne brûle pas. Il expliqua qu'un monstre vivant dans cet arbre avait acquis une résistance au feu en mangeant son écorce. Le jeune homme grimpa à l'arbre et y plaça de la canne à sucre comme appât car il savait que ce monstre aimait les sucreries, et il se souvenait à quel point il avait été difficile de le chasser dans le passé. L'arbre trembla et un monstre de feu en sortit, se présentant comme Kerbero le Grand, gardien des enfers,
et se demandant avec colère qui osait troubler son sommeil. Alors que Kerbero mangeait la canne à sucre, le jeune homme y versa de l'eau de source éthérée, une eau capable d'éteindre les flammes les plus féroces et de faire perdre sa résistance au feu à la cible pendant 5 minutes. Le jeune homme pensa que la proie préférée des chats est la souris. Les flammes de Kerbero s'éteignirent, et le grand gardien des enfers se transforma en une petite souris de feu rose duveteuse. La souris de feu cria sous le choc, se demandant ce que le jeune homme lui avait fait, et ce dernier s'adressa à elle joyeusement, disant qu'elle était mignonne comme d'habitude. La souris se fâcha et le menaça, mais le jeune homme continua de s'en moquer. La souris proposa d'épargner sa vie en échange de la canne à sucre, mais le jeune homme la décrivit comme pitoyablement mignonne. La souris eut une mauvaise impression et réalisa qu'elle ne pouvait pas utiliser son feu, alors elle décida d'attaquer physiquement, criant qu'elle lui avait donné une chance de survivre. Alors qu'elle attaquait, elle se tourna soudainement et s'enfuit, jurant de tuer le jeune homme la prochaine fois. Le jeune homme cria, essayant de l'arrêter, mais la souris de feu sauta directement dans un bassin de lave voisin. Le jeune homme sourit sarcastiquement, disant qu'il était sur le point de lui dire qu'elle avait perdu sa résistance au feu. La souris de feu hurlait de la douleur intense de la lave en essayant de sortir, tandis que le jeune homme riait hystériquement. La souris continua de pleurer, et le jeune homme continua de rire. Une nouvelle fenêtre de tutoriel est apparue expliquant qu'il pouvait utiliser des points de jeu de rôle, RPP, pour transformer un monstre en un followé, qui ne subirait pas de dégâts des attaques de son maître et pourrait être renforcé avec des points. Le jeune homme attrapa la souris de feu qui pleurait et la porta, et la souris lui demanda ce qu'il faisait et où il l'emmenait. Le jeune homme lui dit sérieusement qu'il était désolé, mais qu'il allait l'offrir en sacrifice à son maître et lui demanda de ne pas lui parler pour qu'il ne s'attache pas. La souris était horrifiée et commença à déplorer son sort qu'elle mourrait avant de se marier, et le jeune homme répondit sarcastiquement que c'était vraiment dommage. La souris implora pour sa vie, alors le jeune homme lui offrit une issue. Si elle faisait ce qu'il demandait, non seulement elle survivrait, mais il l'aiderait également à trouver un partenaire de vie. La souris accepta immédiatement et demanda désespérément ce qu'elle devait faire. Le jeune homme le calma et expliqua que la première façon de survivre était de devenir le followé du maître, précisant qu'un followé n'est pas affecté par les attaques du maître, assurant sa survie. Puis il lui offrit la deuxième voie, qui était d'attirer le maître et de le faire tomber dans la lave, ce qui choqua la souris qui le traita de servant ingrat. La souris accepta de devenir un followé, rappelant au jeune homme sa promesse. Le jeune homme ouvrit la fenêtre de création de followé et commença le processus, et un cercle magique apparut autour de la souris de feu. La souris fut transformée en une essence magique et capturée sous le plateau d'argent du jeune homme, et un message du système confirma que la souris de feu était devenue un followé. La scène revint à Colina, qui attendait anxieusement, et demanda à son servant pourquoi il était en retard. Le jeune homme lui dit d'attendre avec impatience ce qu'il avait apporté, lui assurant qu'il n'y avait rien au monde qui puisse l'exciter plus que cela. Le jeune homme a libéré la souris suiveuse de sous le plat. Quand Colina a vu la souris, il a ressenti une sensation étrange et excitante, et son cœur a commencé à battre rapidement. Le jeune homme a dit à la souris, couinante, que son maître allait affronter le phénix et lui a assigné la tâche d'éliminer la peur de son maître et lui a demandé de guider le maître pour la grande cause des ténèbres. Le jeune homme a donné à la souris une potion de vitesse, alors elle s'est enfuie, réveillant l'instinct de chat chez Colina, qui s'est excité et est parti à sa poursuite, se dirigeant directement vers la lave. Colina a chargé en avant par instinct, sautant par-dessus les rochers tout en chassant la souris de feu. Déterminée à ne pas la laisser s'échapper, la souris a tiré une salve de feu, mais Colina l'a habilement esquivée et a continué à se rapprocher de sa proie. Le jeune homme regardait de loin et a saisi le détonateur de dynamite, pensant qu'il pourrait devoir l'utiliser pour gagner du temps à la souris. La souris sentait que le jeune homme l'avait trompé, mais soudain, le jeune homme est apparu entre eux, bloquant le chemin de Colina et criant à la souris de continuer à courir. Colina a été surpris par cette intervention, et le jeune homme s'est excusé pour le malentendu. La souris a continué à courir jusqu'à ce qu'elle atteigne une fissure et la traverse jusqu'au bord d'une falaise surplombant un vaste lac de lave où Colina l'a coincée, affirmant qu'elle ne pouvait pas s'échapper. Colina lui a dit qu'il allait jouer avec elle, mais la souris l'a hardiment défié d'essayer de l'attraper et a sauté au-dessus du lac de lave. Sans hésitation, Colina a sauté après elle, oubliant complètement sa peur du feu dans le feu de la poursuite. Le jeune homme a remarqué comment les actions de son maître se chevauchaient parfois avec celles de son chat de compagnie. Colina a posé des questions sur ce chat et si c'était la famille qu'il avait mentionnée plus tôt. Le jeune homme a répondu oui, la décrivant comme petite, mignonne et mauvaise perdante. Et il s'est souvenu comment son chat, Pichi, refusait son contact au début, pour finalement poser sa patte sur sa main. Il a souri en se souvenant, puis a posé sa main sur la patte géante de Colinu et a offert son aide. Et après cela, il l'a doucement poussé vers la lave. Colinus a trouvé que toucher la lave lui donnait une agréable sensation de chaleur, et il voulait profiter de ce bain. Le jeune homme lui a dit que maintenant qu'il avait surmonté sa peur du feu, il pouvait affronter le phénix, et Colinus a acquiescé avec confiance. Le phénix est apparu à l'horizon, et le jeune homme a expliqué que pour le vaincre, il fallait empêcher sa capacité à renaître. Et il a dit à son maître qu'il avait conçu une stratégie pour cela, ce qui a conduit Colinus à le décrire comme un serviteur fiable.
Le phénix a émergé de la lave pendant que le jeune homme et son maître se préparaient à l'affronter. L'oiseau a déployé ses ailes de feu et a menacé ses adversaires, puis a attaqué en soufflant un énorme jet de feu, mais Colina l'a esquivé. Le jeune homme savait que le vrai problème résidait dans l'immortalité de l'oiseau, et il a expliqué à Colina que pour l'éliminer, il devait frapper son noyau précisément lors de sa deuxième renaissance. Colina doutait de sa capacité à le faire, mais le jeune homme l'a assuré avec confiance qu'il rendrait cela possible. La bataille a commencé lorsque le phénix a plongé et que Colina a chargé pour le rencontrer. L'oiseau a essayé de monter, tandis que Colina le suivait rapidement et esquivait ses attaques de feu avec une agilité incroyable, puis a réussi à se placer au-dessus de lui et l'a frappé avec force dans le sol. Le phénix vaincu a déclaré qu'il se relèverait, et le jeune homme a dit à son maître que la première phase était terminée. Il a expliqué que la taille et la puissance destructrice du phénix allaient maintenant doubler, mais qu'Alinus était imperturbable. Le phénix s'est élevé de la lave, maintenant beaucoup plus grand et plus fort, et a juré de les brûler et de les réduire en cendres alors que les flammes remplissaient la zone. Et puis il a lancé une énorme boule de feu. Colina s'est tenu face aux flammes, semblant protéger son serviteur. Alors le jeune homme a donné des instructions tactiques pour cibler l'oiseau après qu'il ait ralenti. Le phénix a chargé à nouveau, et Colina a sauté dans les airs pour l'intercepter, et a réussi à le renverser et à le frapper plusieurs fois. Colina a attrapé le corps du phénix, puis, de toutes ses forces, l'a écrasé. Et le jeune homme a été impressionné par la facilité avec laquelle il avait terminé la deuxième phase. Alors que le phénix mourait, il a juré de fleurir à nouveau, et c'était son moment crucial de deuxième renaissance. Kalini l'a attrapé et a commencé à frapper son noyau à plusieurs reprises pour l'empêcher de renaître à nouveau. Au milieu d'une éruption volcanique, le jeune homme a donné ses instructions à la souris de feu, Squeaky, pour attirer à nouveau son maître vers la falaise. Le jeune homme s'est préparé, réalisant que le vrai défi commençait maintenant. Il se souvenait de ses précédentes tentatives pour vaincre le phénix et de la façon dont les équipes échouaient à arrêter sa renaissance en raison des violentes éruptions volcaniques, qui étaient un signe de la volonté de l'oiseau de renaître. Il avait passé des mois dans le passé à réfléchir à la façon de surmonter cet obstacle, et maintenant il espérait que son maître pourrait suivre son plan. Le plan a commencé lorsque la souris a attiré Collinus, et ce dernier a commencé à la chasser jusqu'à ce qu'ils atteignent le bord de la falaise. Et quand la souris a sauté, Collinus s'est précipité après elle, incapable de s'arrêter. À ce moment-là, le jeune homme a utilisé une compétence pour installer une catapulte, l'a positionnée près du bord, et la catapulte en bois géante est apparue devant lui. Le jeune homme a encouragé la souris à accélérer un peu. Et quand elle a eu peur, il lui a dit qu'elle devrait être fière car elle était la seule capable de diriger le maître. Le jeune homme a lancé un projectile de la catapulte transportant la souris vers le volcan où se trouvait le noyau du phénix. La souris était debout sur le noyau tandis que Kallinus s'approchait à la vitesse d'une fusée. La souris s'est souvenue qu'un disciple ne subit aucun dommage des attaques de son maître et s'est demandé avec terreur si le jeune homme l'avait trompé. Colina est entré en collision avec le noyau du phénix avec une force énorme, le brisant. Le jeune homme a célébré le succès du plan et a récupéré le noyau dormant de l'oiseau. Une série de messages système est apparue confirmant la défaite du phénix, que la zone de lave était devenue le territoire du maître, qu'ils avaient atteint le record de la victoire la plus rapide, et que le jeune homme avait reçu 30 RPP. La souris s'est réveillée confuse et a pensé qu'elle était au paradis, alors le jeune homme s'est moqué d'elle. Et la souris a réalisé qu'elle était vivante et a eu peur. Colnu est arrivé et a loué l'excellente stratégie, alors le jeune homme a félicité son maître d'être devenu le maître de la zone de lave. Une énorme structure ressemblant à un temple est apparue, et ils ont marché vers elle jusqu'à ce qu'ils atteignent l'intérieur où ils ont trouvé un coffre au trésor. Et le jeune homme a pensé que c'était la récompense pour avoir atteint le record et a estimé qu'il pouvait élever un peu plus ses espoirs.